Il était presque le seul face à Alassane Ouattara pour la dernière présidentielle en Côte d'Ivoire. Kakabe a perdu la présidentielle, mais gagne désormais un portefeuille ministériel. L'ancien chef de l'État centrafricain se résigne. François Bozizé ne s'oppose pas au rejet de sa candidature pour la présidentielle. L'Union européenne ferme ses bourses à l'Éthiopie. Non content du conflit au Tigré, l'UE lui refuse près de 90 millions d'euros d'aide budgétaire. Bienvenue à ce journal sur Sika TV. En Côte d'Ivoire, Kouadio Konan-Bertin, l'adversaire d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre dernier, a été nommé ministre de la Réconciliation ce mardi. L'annonce de sa nomination a été faite par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Alors que des négociations pour décrisper la situation sont en cours entre le pouvoir et l'opposition, qui ne reconnaît pas la réélection du président Ouattara, le ministère de la Réconciliation nationale annoncé par Alassane Ouattara lors de sa prestation de serment a vu le jour. Et il est confié à Kouadio Konan-Bertin, seul candidat de l'opposition, à ne pas avoir boycotté le scrutin du 31 octobre dernier et donc seul adversaire d'Alassane Ouattara. Kouadio Konan-Bertin, qui est lui-même un dissident du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, principal parti d'opposition, aura la mission d'aplanir les différends actuels entre le pouvoir et l'opposition. Il devra aussi faire avancer une réconciliation nationale difficile depuis la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts. Toujours ce lundi, lors de son discours d'investiture à un troisième mandat controversé, le président Alassane Ouattara a aussi assuré que le Premier ministre Ahmed Bakayoko allait relancer en vue des élections législatives du premier trimestre 2021 les pourparlers avec la commission électorale indépendante, un des principaux points de friction avec l'opposition qui la juge inféodée au pouvoir. En Centrafrique, l'ancien chef de l'État, François Bozizé, a annoncé ce mardi qu'il acceptait l'invalidation de sa candidature à la présidentielle du 27 décembre prochain. Sa candidature avait été invalidée par la Cour constitutionnelle au motif qu'il est poursuivi pour des crimes présumés. Considérant que le candidat fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la justice centrafricaine depuis mars 2013, après sa fuite du pays pour assassinat, arrestation, séquestration, détention arbitraire et torture, la Cour constitutionnelle a invalidé la candidature de François Bozizé à la présidentielle dont le premier tour est prévu en même temps que les législatives le 27 décembre prochain. Quelques jours après cette décision de la Cour constitutionnelle, l'ancien chef de l'État centrafricain a annoncé ce mardi qu'il acceptait l'invalidation de sa candidature. François Bozizé a également appelé les leaders de la COD 2020, la plateforme regroupant les partis d'opposition dont il est le président en exercice, à désigner au sein de notre coalition un candidat unique de consensus choisi en raison de ce qu'il dispose de la base électorale la plus étendue et de moyens financiers conséquents disponibles. Revenu en Centrafrique en décembre 2019, après 7 années d'exil, François Bozizé apparaissait comme le principal challenger du président Faustin Archange Touadéra, élu en 2016 et qui brigue un second mandat face à une opposition dispersée. Depuis son exil, François Bozizé était accusé notamment par l'ONU d'avoir organisé une contre-insurrection menée par des milices essentiellement chrétiennes et animistes, les anti-Balaka. En 2014, les Nations Unies avaient fait geler ses avoirs à l'étranger et lui avaient interdit de voyager, au motif qu'il avait soutenu depuis son exil des milices coupables, selon l'ONU, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Les Libériens ont répondu oui aux propositions de leur président George Weah de réduire le mandat du chef de l'État et d'autoriser la double nationalité. C'est ce qui ressort des résultats partiels portant sur un tiers des régions du pays annoncés ce mardi. Plus de précisions à travers cet élément. Environ 2,5 millions d'électeurs avaient été appelés à se prononcer le 8 décembre dernier sur 8 amendements à la Constitution
dont un réduisant la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. Selon les résultats partiels portant sur un tiers des régions du pays annoncés ce mardi, le oui aux 8 questions l'a emporté dans les 5 comtés où le dépouillement est achevé sur les 15 que compte le Libéria. Au sénatorial, sur les 7 comtés entièrement dépouillés, l'opposition en rapporte 4 contre 2 pour le Congress for Democratic Change de George Weah et 1 pour le candidat indépendant selon la Commission électorale nationale. L'opposition enregistre une victoire hautement symbolique dans le comté de Montserrado, le plus peuplé du pays et qui comprend la capitale Monrovia. Dans le fief électoral historique de George Weah, c'est l'un de ses adversaires les plus farouches, le sénateur Darius Dignan, qui est reconduit avec 61% des voix selon la commission électorale. L'échéance avait valeur de double test pour le président Weah, qui avait soulevé un immense espoir en 2018 en accédant au pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il n'a pas réussi à redresser l'économie et l'enthousiasme a fait place au désenchantement. Les principaux partis d'opposition avaient appelé à boycotter le référendum. L'Union européenne a décidé de suspendre le versement de près de 90 millions d'euros d'aide budgétaire à l'Éthiopie en raison du conflit dans la région du Tigré, selon un document européen interne. La décision de suspension du versement par l'Union européenne d'aide budgétaire à l'Éthiopie, authentifiée par 2 diplomates en poste à Addis Abeba, souligne également que l'UE souhaite un suivi des allégations d'abus des droits humains lors de ce conflit qui a débuté le 4 novembre. Le report de ces décaissements ne signifie pas que ces fonds sont perdus pour le gouvernement de l'Éthiopie, indique le test qui précise que les fonds s'élèvent au total à 88,5 millions d'euros, dont 60 millions destinés à développer les liens logistiques et les connexions entre l'Éthiopie et ses voisins et 17,5 millions destinés au soutien du budget du secteur de la santé. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre une opération militaire contre les autorités du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, parti à la tête de la région après avoir longtemps détenu le pouvoir réel en Éthiopie et qui défiait le gouvernement fédéral depuis plusieurs mois. Les combats auraient fait des milliers de morts selon l'International Crisis Group, mais aucun bilan précis n'est disponible. Près de 50 000 habitants du Tigré ont fui au Soudan voisin et un nombre indéterminé ont été déplacés à l'intérieur de l'Éthiopie. Pour avoir reçu le président de la région autoproclamée du Somaliland, la Somalie a suspendu ses relations avec le Kenya qu'elle accuse d'ingérence. Dans le rang des citoyens somaliens, les avis sont partagés sur la décision du gouvernement fédéral de rompre ses relations diplomatiques avec le voisin, suivant quelques impressions de citoyens somaliens. Je suis heureux que notre gouvernement fédéral de Somalie ait rompu ses liens avec le Kenya et je demanderai au président Farmajo d'expulser les troupes kenyanes de Somalie. De nombreux Somaliens vivent au Kenya. Ils ont des entreprises et d'autres propriétés dans la ville de Nairobi. Donc je pense que la décision du gouvernement a été prise à la hâte et ce n'est pas bon. La décision du gouvernement de couper les liens avec le Kenya est très déplorable. De nombreux Somaliens vivent au Kenya et y ont des entreprises. Je pense qu'il est bon que les dirigeants fassent la distinction entre la politique, la diplomatie et les entreprises. Ce qui est politique et ce qui concerne les affaires, c'est les affaires. Aussi, le Kenya n'est pas notre ennemi, c'est notre voisin. Je suis très heureux que la Somalie ait rompu les liens avec le Kenya et que les Somaliens soutiennent cela. L'accès à un vaccin contre la COVID-19 ne pourrait être possible à plus d'un cinquième de la population mondiale avant au moins 2022. La moitié des doses potentielles pour l'année prochaine ayant été réservées par les pays les plus riches, avertissent des chercheurs ce mercredi.
Les chercheurs de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ont analysé les chiffres de précommande des vaccins annoncés par les différents pays autour du monde avant même les premières autorisations. Le défi opérationnel que représente le programme mondial de vaccination contre la Covid-19 sera au moins aussi difficile à relever que le défi scientifique de leur mise au point, estime un éditorial de la revue médicale BMJ qui publie cette étude. À la date du 15 novembre, 7,48 milliards de doses ont été réservées auprès de 13 laboratoires fabricants permettant de vacciner quelques 3,7 milliards de personnes. Or, 51% de ces doses ont été précommandées par des pays riches qui ne représentent que 14% de la population, selon les chercheurs. Les pays à faible et moyen revenu, soit 85% de la population mondiale, devront se partager ce qui reste. Nombre de pays ont rejoint une alliance lancée par l'OMS et baptisée COVAX qui négocie avec les laboratoires un accès équitable aux vaccins. Mais les États-Unis ou la Russie ne font pas partie de ce programme. Selon ces chercheurs, les implications pourraient dépasser largement les seules considérations de santé. Quelques pays, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Canada, ont déjà commencé à vacciner avec le vaccin le plus avancé, celui de Pfizer-BioNTech. En Europe, son autorisation pourrait être accordée aux alentours de Noël. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité.